du Mali. Docteur, dites-nous, qui sont les groupes armés terroristes qui endeuillent le Sahel depuis plus d'une décennie? D'où viennent-ils et comment fonctionnent-ils? Merci beaucoup, Younoussa, pour la question. C'est vrai qu'elle a l'air d'être simple, mais elle ne l'est vraiment pas quand on regarde un peu ces groupes radicaux violents, notamment ceux que vous qualifierez de groupes terroristes. Alors, avant de faire rapidement la cartographie de ces groupes, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, l'action violente commise au Sahel, majoritairement au nom de groupes radicaux violents avec les référentiels musulmans, donc les terroristes, à l'analyse, on se rend compte que beaucoup d'entrepreneurs de violence, qu'ils soient engagés dans une visée sécessionniste, donc les indépendantistes dans la région dite nord du Mali, ou qu'ils soient même engagés dans des conflits locaux, ce qui convient d'appeler couramment les conflits communautaires, ou même par endroits des acteurs qui seraient même engagés dans les milices d'autodéfense. Donc pour dire que les entrepreneurs de la violence ont la particularité dans ces trois pays d'avoir un comportement hybride, mais surtout d'être très opportuniste en fonction de contexte et de circonstances. Mais globalement, lorsqu'on veut cartographier des groupes radicaux violents, qu'on pourrait ceux-là qui pourraient être étiquetés des terroristes, le Sahel central, j'entends par Sahel central ici, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, nous avons 3 à 4 grands groupes. D'abord, le premier groupe qui à la fois est au Mali, au Burkina et en partie au Niger, mais de manière marginale. Ce sont les éléments qui se revendiquaient du groupe à l'islam aux musulmans, donc l'ancienne Al-Qaïda. On sait pertinemment qu'Al-Qaïda est né avec le Oussama Ben Laden et Abu Nazim au Proche-Orient, progressivement vers chez les talibans en Afghanistan. Maintenant, donc, ce sont ces groupes-là, pour le cas des régions comme Menaka, Gao, les centres du Mali en particulier, et une bonne partie du Burkina, pour ne pas dire tout Burkina, où partout l'action violente commise, on a plutôt ces éléments qui opéreraient au nom d'Al-Qaïda. De figures sont connues de part et d'autre. Côté burkinabé, on parle beaucoup plus des hommes de Diko, Jafar Diko. Côté Mali, comment dirais-je, Hamad Nkoufa, notamment au centre, lequel Hamad Nkoufa relèverait également d'Iyad Gali. Donc, ces éléments, du point de vue numérique, ils seraient le plus nombreux. Maintenant, parallèlement à ces premiers groupes, nous avons aussi l'État islamique. Toutes les parties dites de trois frontières, en l'occurrence de zones comme Ansongo, Tilabiri par moment, souvent aussi dans certaines parties du Burkina, notamment les parties frontalières de Mondoro, ce sont ces éléments de l'État islamique dont certains appelleraient Daoula, notamment quand on est du côté de Gao, on va plutôt le qualifier de Daoula, donc c'est un peu l'expression arabe. Maintenant, mais ce qui est important à noter avec les premiers groupes, nous avons ce que certains journalistes appelleraient, on a quand même des nationaux, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui sont essentiellement aujourd'hui enrôlés dans la Katiba appelé Al-Qaïda ou le groupe socialiste musulman. Tandis que le deuxième groupe qui est l'État islamique, nous avons quand même des éléments qui sont souvent originaires de la Mauritanie ou la partie sahraoui du Maroc. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le groupe comme l'État islamique au Grand Sahara, c'est pas pour rien que le mot sahraoui ici apparaît avec le nom de certaines figures emblématiques de ce groupe pour dire que l'État islamique est majoritairement jusqu'ici, même si il a un ancrage local, dirigé par des acteurs généralement outre que sahéliens. Donc, comment différencier rapidement entre ces deux groupes, Al-Qaïda ou l'État islamique? On peut en grande partie saisir, en tout cas, on peut nuancer à partir des différentes actions que commettraient ces différents groupes par l'intensité de leur violence, de même également par des cibles. Tous les deux groupes, s'ils ont un dénominateur commun, c'est plutôt les porteurs d'uniformes, donc le symbole de l'État, mais Al-Qaïda, dans son agir, donc le groupe socialiste musulman, le JNIM, épargnerait
davantage les populations civiles que l'État islamique, qui estimerait que même si les populations civiles, du moment où elles ne sont pas administrées par ce qui conviendrait d'appeler par la charia, elles deviennent également, ces populations civiles, des cibles à abattre. Donc, quand on est un peu côté Niger, on est à faire davantage avec justement Boko Haram, qui aussi à son tour a des subdivisions. Hein. Il y a quand même une partie de Boko Haram qui se revendiquerait d'Al-Qaïda et l'autre partie aussi de l'État islamique. Parallèlement, ces trois grands groupes, il faut quand même pas l'occulter. Vous avez aussi dans le contexte malien, des indépendantistes, ce qu'on ne trouverait pas au Burkina ni au Niger dans le contexte actuel, même si après la chute du président Bazoum, quelques voix marginales dans le contexte nigérien s'étaient fait entendre au nom d'une quelconque rébellion. Mais fondamentalement, c'est dans les régions dites nord du Mali que nous avons aussi des acteurs de la violence qui s'inscriveraient dans la quête de l'indépendance d'une partie du territoire. Mais ce qui est important à retenir, au-delà de cette qualification théorique de groupe, lorsqu'on analyse avec une attention particulière les actions violentes qui sont perpétrées, on se rend compte que par moment et par endroit, il y a une sorte d'interconnexion entre ces groupes. Al-Qaïda, si Al-Qaïda a des attaques d'envergure à perpétrer sur le sol malien ou le sol burkinabé, il n'y a rien d'étonnant que les éléments de l'État islamique soient mobilisés pour la circonstance. De même également, si l'État islamique entend perpétrer certaines attaques de grande envergure, des éléments d'Al-Qaïda ou de Jénim sont aussi mobilisables. Donc, pour dire que c'est vrai, par moment, il y a des conflit aussi, il y a 3 semaines de cela, ces deux groupes Al-Qaïda et l'État islamique se sont affrontés, mais au-delà de ces affrontements meurtriers dont les groupes font l'objet, ils parviennent souvent à s'entendre pour mettre en difficulté les différents symboles de l'État. Donc, de manière très caricaturale, voilà les groupes ou les entrepreneurs de la violence dans le contexte sahélien, Sahel entendu bien évidemment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ok, mais comment, docteur, les tensions ethniques et communautaires au Mali contribuent justement à la dynamique de cette violence-là et du terrorisme dans le pays? Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. J'aime bien dire aux gens, aucune action violente ne peut être perpétrée sans qu'elle n'ait un référentiel. Le référentiel peut être l'ethnie, comme il pourrait être également la religion, ça peut être même souvent les géographiques, le fait d'appartenir à une aire géographique. Donc, quelle que soit la nature d'une violence, elle s'appuie sur un référentiel. Et ce qui est arrivé dans ces différentes localités, des tensions antérieures à la crise liée au terrorisme ont rythmé ce foyer de tensions aujourd'hui. Lesquelles tensions antérieures ont connu des péchés. Les premiers péchés, elles ont été ces tensions antérieures instrumentalisées par des groupes radicaux violents avec par endroit le référentiel communautaire. Et d'ailleurs, si vous suivez un peu Al-Qaïda, nous avons un nombre important des éléments qui ont suivi Yaragali. Ces éléments ont été davantage mobilisés sur fond d'appartenance communautaire ou sur fond d'appartenance ethnique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est là. C'est vrai, Yaragali n'a jamais été mandaté par la communauté, justement, Tamashek, pour commettre une quelconque action violente en leur nom. Et de même également, Hamadoun Koufad pour le centre du Mali ou Madame Jafar Diko pour le cas du Burkina, ces acteurs n'ont jamais été mandatés par la communauté Peul, mais ils sont quand même parvenus à surfer sur des conflits antérieurs, lesquels conflits antérieurs, au lieu de les analyser sous le prisme de ce que je qualifierais d'activités socio-professionnelles. Par exemple, si vous prenez un peu l'élevage, que ce qu'on soit au Mali, au Burkina, même en partie au Niger, l'élevage est grandement porté par la communauté Peul. Mais au lieu de poser les difficultés liées à l'élevage, notamment toutes ces restrictions liées au couloir de transhumance, le fait que les politiques publiques de différents pays n'intègrent pas suffisamment la question de l'élevage dans les politiques d'aménagement du territoire, la problématique n'est pas posée
en termes d'activité professionnelle, mais plutôt on va tenter d'étiqueter à partir de référentiels communautaires. Ce qui fait que beaucoup d'observateurs ont succombé à des champs de raccourcis. Donc, au lieu de dire qu'il y a un problème du foncier, il y a un problème de couloir de transhumance, il y a un problème justement auquel les éleveurs sont confrontés justement pour faire migrer les animaux. Le problème, il est posé sous le prisme de l'ethnicité. Ce qui fait qu'on finit par croire qu'il y a un problème ethnique. Or, à l'analyse, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt une question d'activité ou un choc entre les activités socio-professionnelles ou un choc entre les activités professionnelles. Donc, c'est là que le communautaire est mobilisé. De la même manière également, si vous prenez le cas du référentiel religieux, l'islam est mobilisé également pour satisfaire des demandes sociales. Par exemple, la question de disparité en termes de développement, la question d'insuffisance en termes de délivrance de services, enfin, la question même de l'utilité sociale de l'État en termes de délivrance d'un certain nombre de services sociaux de base. Au lieu de poser le problème en termes de délivrance de services sociaux de base, on va plutôt leur porter un habillage religieux. Donc, pour dire que les conflits locaux se sont aggravés parce que, au lieu de les poser comme des problèmes sociétaux, on va plutôt tenter d'ethniciser des activités socio-professionnelles. De cette ethnicisation des activités socio-professionnelles, les gens ont fini par succomber à des raccourcis qui consistaient à dire qu'il y a un problème entre Peul et Dibon, par exemple, qu'il y a un problème entre Peul et Mossi, par exemple, un problème entre Tamashek et Bambara en l'occurrence. Donc c'est là que ces conflits antérieurs, auparavant on les traitait problème d'élevage, problème du foncier, problématique justement de l'utilité sociale de l'État à travers la délivrance d'un certain nombre de services essentiels. Et ces problèmes étaient traités et posés ainsi. Or, avec la crise liée au terrorisme, ces mêmes problèmes antérieurs vont malheureusement avoir un habillage ethnique et beaucoup d'observateurs, beaucoup de communautés ont fini par succomber à ce simplisme, d'où l'importance de la saisie dynamique locale dans l'aggravation aujourd'hui du terrorisme dans le contexte sahélien. Donc, en somme, terrorisme et conflits locaux, aujourd'hui, on a du mal à les séparer. Par exemple, si vous entendez que des villages entiers sont calcinés, des troupeaux justement sont emportés. Généralement, quand vous créez à fond, même si le référentiel religieux est brandi, ce sont des tensions qui ont été entretenues de la part de groupes radicaux violents entre les communautés. Donc, en somme, conflit antérieur au terrorisme, on connaît un étiquetage communautaire, on connaît un étiquetage religieux, laquelle étiquette a fini par avoir raison sur nos analyses très simplifiées. Donc, on y reviendra au cours des discussions, mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire sur le terrain au Mali? Quelle évaluation pouvez-vous faire des réponses et votre stratégie mise en place par les autorités maliennes? Alors, il est difficile de faire l'état des lieux de l'offre et la demande de sécurité, mais ce que l'on peut dire, si l'on observe la sécurité à partir des quartiers généraux des groupes radicaux violents, aucun analyste sérieux ne peut dire qu'aujourd'hui, des quartiers généraux des groupes radicaux violents n'ont pas été défaits dans pas mal d'endroits. Et d'ailleurs, si vous regardez le Mali, qu'on soit dans les parties du nord, qu'on soit dans les parties dites au centre du pays, il y a 3 ans de cela, en termes d'intensité de la part des groupes radicaux violents contre les symboles de l'État et même contre les populations, il y a une amélioration. Mais attention, les différentes actions de l'armée ont permis de détruire beaucoup de quartiers généraux des groupes radicaux violents. Maintenant, cette destruction des quartiers généraux des groupes radicaux violents, la menace, ces métastases vers de localités qui étaient jusqu'ici peu touchées. Donc, les groupes sont affaiblis dans leur zone de prédilection, mais lorsqu'ils sont affaiblis, il y a ce qu'on appelle l'enveloppement stratégique. Ils vont plutôt étendre la violence sur des territoires entiers, outre que les territoires anciennement infestés par leur action. Donc, il faut différencier des phénomènes.
l'intensité d'attaques terroristes et les moyens que possédaient les groupes radicaux violents, si on les observe avec équidistance, si on les observe sans parti pris, naturellement, les actions militaires ont permis de les réduire de manière drastique. Mais attention, de cette réduction des quartiers généraux de groupes radicaux violents, il y a forcément ce qu'on appelle l'enveloppement stratégique. Donc, la menace va s'étendre sur d'autres localités. Mais lorsque vous regardez le volume des menaces il y a 3 ans, et le comparer à celui d'aujourd'hui en termes de volume, naturellement, des efforts militaires ont permis par endroits d'assister à un début d'accalmie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque demain ou après-demain dans des localités comme Sikasso ou Kaï. Mais lorsqu'on regarde, pour qui connaît les trajectoires de ces différents groupes radicaux violents, pour qui connaît comment ces groupes étaient structurés en termes de quartiers généraux, effectivement, il y a une amélioration de l'offre et de la demande de sécurité du point de vue factuel. Mais au même moment, en termes de menaces, en termes de peur, effectivement, l'étendue des menaces, si vous voulez, c'est élargi. Mais maintenant, l'élargissement de la menace n'est pas synonyme de l'intensité de la menace. En fait, de façon simple, il faut séparer le fait que la menace s'est métastasée, par exemple des attaques qui ont lieu à Kaï, et de l'inefficacité de l'action militaire. En fait, l'action militaire, elle est à mesurer à l'aune des destructions subies par des groupes radicaux violents dans leurs quartiers généraux. Maintenant, l'étendue, je comprends aisément avec les populations, l'étendue, le fait que la menace se métastase, cela fait plus de peur. Mais du point de vue analytique, c'est aussi un témoignage éloquent d'affaiblissement auquel les groupes radicaux font l'objet dans le contexte malien. Et quel rôle ont joué les partenaires internationaux du Mali actuels, mais aussi ceux qui se sont succédés au chevet du Mali? Je vais parler notamment de la CEDEAO, mais aussi de la France, la MINUSMA, et aujourd'hui la Russie, que ce soit avec Wagner ou African Corps. Quel a été l'impact de leur action dans l'aggravation de la violence ou au contraire dans l'amélioration de la situation sécuritaire aujourd'hui? Alors, concrètement, lorsqu'on prend les forces outre-sahéliennes, je parle ici en l'occurrence les forces européennes à travers des serveurs en passant par Barkhane et Takuba. Ces forces ont permis, à un moment donné de l'histoire, il faut être sérieux de l'analyse, d'assister à un début d'accalmie, ne serait-ce que le retour de l'armée dans certaines parties du territoire a été facilité grâce à la présence de ces différentes forces. Mais au même moment, si vous interrogez justement l'élite militaire au pouvoir, ou si vous interrogez les éléments des forces de défense de sécurité qui sont engagés dans des environnements hostiles, et vous diront que c'est vrai, la lutte qu'ont menée ces différentes forces a été utile. Serait-ce que, si vous prenez par exemple le cas de la MINUSMA, jusqu'au départ de la MINUSMA, elle a permis à l'armée malienne de se déployer dans pas mal d'endroits où elle a transporté pas mal de troupes de Bamako à des localités comme Mopti, Kidal, Tombouctou. De même aussi pour les éléments des forces Takuba ou des forces Barkhane ont aussi permis de délivrer un certain nombre de services à la fois à l'armée, mais également aux populations. Mais, ce qui ressort clairement de ces forces extra-sahéliennes, c'était une erreur de contexte. D'abord, le fait de tenter de catégoriser les entrepreneurs de violence, de considérer certains comme de bons, d'autres comme de non fréquentables, ça a été une des limites de force. Et l'autre élément, on avait aussi du mal à différencier force Takuba en tant qu'unité militaire et Takuba en tant que branche politique aussi. De façon simple, l'élite politique européenne c'était même substitué à l'élite militaire engagée au Sahel. Donc cela a clairement
fait que lorsqu'il s'agit d'établir le bilan, quand le bilan il est quand même mitigé. Maintenant, s'agissant de la CEDEAO, il faut quand même être un peu sérieux. En fait, la CEDEAO fait partie des forces qui sont venues au chevet du Mali dès les premières heures de la crise. C'est vrai, la CEDEAO a été gommée par la mission onusienne. Pour rappel, la semaine qui a connu l'avenir de la France au Mali, c'est dans cette même semaine également que des troupes de la CEDEAO sont aussi arrivées à Bamako. Mais sauf que ces troupes ont été diluées dans l'action française parce que l'intention de départ qui consistait à porter main forte à l'armée malienne a été modifiée en cours de route. Donc quand ces forces sahéliennes de la CEDEAO sont arrivées, que ce soit des Burkinabés, des Sénégalais, des Togolais, des Nigériens, j'en passe, on les a plutôt confié un rôle de sécurité et non de défense, contrairement à l'armée française. Dès lors, naturellement, la CEDEAO a perdu une certaine légitimité dans l'agir militaire dans le dossier malien. Bon, sans occulter aussi quand même les différents efforts consentis par la CEDEAO, ne serait-ce que pour rapprocher les belligérants du gouvernement malien. On se souvient des accords préliminaires de Ouagadougou qui ont été facilités grâce à l'implication de la CEDEAO. On se souvient également le fait que la transition même arrive au bout du tunnel grâce aux différents efforts qu'a consenti la communauté économique. Donc la CEDEAO était au chevet du Mali, mais laquelle CEDEAO, la mission onusienne a fini par la gommer, ce qui fait que les gens se disent que la CEDEAO n'a rien servi. Elle était vraiment aux premières heures du conflit, mais sauf qu'elle a été gommée par d'autres forces extra-régionales. Non, s'agissant des forces russes. Attention, l'État du Mali vous dira qu'il n'a jamais signé un contrat avec des mercenaires, qu'il a signé un contrat justement avec la Fédération de la Russie. Maintenant, est-ce que les éléments envoyés sont-ils de l'armée russe ou sont-ils d'une autre unité autre que l'armée russe? Cela relèverait, à entendre le militaire au pouvoir, la responsabilité de la Russie. La question du mercenariat aussi, quand on est dans l'analyse, il faut aussi la soulever au prisme de quel côté on se positionne. Maintenant, est-ce que les Russes sont-ils différents des autres coopérants comme les Français, les Allemands et autres là, ou de façon simple? Si vous regardez tout le communiqué, les forces Servalan passe jusqu'aux éléments de forces Takuba, ce sont des communiqués qui ont toujours mis en lumière toutes les victoires remportées ont été d'abord mises au compte justement de ces forces extra-sahéliennes et après les forces sahéliennes viennent en deuxième position. Or, l'avenir de la Russie aujourd'hui, si vous lisez tous les communiqués de l'armée malienne, vous allez vous rendre compte que la Russie n'est nullement mentionnée. Donc pour vous dire que déjà par l'agir de des forces, on se rend compte que la Russie a cette capacité de s'effacer. Et donc ce qui pourrait contribuer à redorer les blasons des armées nationales, contrairement aux armées européennes, voire occidentales, qui ont eu, en tout cas, qui n'ont pas eu cette posture de s'effacer au profit des armées nationales. Donc, l'autre élément important, si vous regardez durant toute la présence des Nations Unies, des formations ont été livrées à l'endroit des éléments de l'armée malienne, des soutiens logistiques dont je parlais tantôt, mais si vous regardez l'acquisition d'armement et tous les éléments enrôlés au sein de l'armée régulière, vous diront que avec ses partenaires européens, effectivement, ils avaient du mal à accéder à un certain nombre d'équipements, ils avaient même du mal à assurer la lieutenance de certaines zones d'intervention. Or, avec le Russe, ils ont quand même cette possibilité d'acquérir un certain nombre d'armements, ils ont cette possibilité de remporter des victoires en leur nom sans qu'il y ait des interférences. Donc ce sont ces lectures qu'on a du terrain, mais au même moment, d'aucuns vous diront que les armées européennes étaient quand même respectueuses d'un certain nombre des droits de l'homme, d'un certain nombre de valeurs liées à la guerre, tandis que lorsqu'on prend les éléments russes, ces derniers seraient pas respectés d'un certain nombre de valeurs liées à l'éthique, d'un certain nombre de valeurs liées même
comment dirais-je, au droit de conflit ou au droit international humanitaire. Donc ce sont ces perceptions globalement qu'on a des forces étrangères. Mais en somme, si vous interrogez également l'élite militaire au pouvoir, qu'on soit au Mali, au Burkina, au Niger, la particularité avec des coopérants comme les Russes, les Turcs, les Chinois, et pas d'interférence, ou en tout cas très peu d'interférence. Or, l'élément qu'on reprochait davantage aux coopérants occidentaux, et européens de manière particulière, c'est cette immixtion dans les domaines considérés comme internes, tels que la tenue des élections générales, les choix même d'implantation des unités, et tous ces éléments avec les Russes sont peu visibles. On ne sait pas ce qui se passe entre les couloirs, mais en tout cas, à l'observation, les analystes que nous sommes, nous voyons peu d'interférences avec la Russie comparativement aux forces occidentales. Docteur Tunkara, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Merci d'être toujours avec nous. Il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées, notamment la question du DDR évoquée par Aïssatou du Cameroun, et puis l'éternelle question du faut-il négocier avec les groupes armés terroristes évoquée par M. Ouattara de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour dire un mot sur ces deux points-là? Ensuite, on passera au docteur Sidi Kaba. Merci beaucoup. Non, je pense que la question de DDR, il faut la soulever au cas par cas. N'excluons pas non plus le début d'accalmie que pourrait aussi favoriser le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des combattants ou des ex-combattants dans les différents corps de l'armée ou même dans la vie sociale. Mais il semble-t-il, quel que soit le pays, ce qu'on peut reprocher davantage à ces différents processus de l'intégration, ils sont peu contextualisés. On a tendance de proposer des DDR génériques. Or, les foyers de tension et les acteurs qui sous-tendent les différentes tensions ou les différents conflits font l'objet de mobiles différents. De façon simple, ce qui se passe à Yuwaru, dans le centre du Mali, comme situation de conflictualité, cette situation serait différente de ce qui se passerait justement à Tillabéri au Niger. Donc, malheureusement, lorsqu'on analyse les DDR, ce sont des recettes toutes faites qui sont généralisables. Une des limites aussi de différents processus de désarmement et de l'intégration des ex-combattants, qu'ils soient terroristes ou même indépendantistes, en général, les vrais acteurs ne sont pas suffisamment concernés ou touchés par ce processus. Vu que ce sont des emplois qui sont donnés aux ex-combattants, ce sont des possibilités d'intégration des armées nationales. En général, les vrais combattants sont mis sur la touche au profit des acteurs qui sont même qui seraient originaires des centres urbains, donc qui n'avaient jamais pris les armes. Donc ça, ce sont des insuffisances auxquelles nous devons, en tant qu'État, en tant que citoyen, en tant qu'analyste, nous devons les mettre en évidence. Donc ça nous renvoie à toutes ces questions de corruption, à toutes ces pratiques de népotisme, de clientélisme qui caractérisent le quotidien des Sahéliens, lesquels pratiques orthodoxes sont aussi observables dans des processus aussi sérieux comme les DDR. Rapidement, pour le cas de groupes radicaux violents, notamment les terroristes, alors je pense que le dialogue est important. Quand vous analysez de près, ça doit être carrément une discussion à part, hein. Mais ce qu'on peut faire, lorsqu'on parle de groupes radicaux violents, il y a quand même des cas, que ce soit avec l'Algérie, la Mauritanie, même en Syrie en partie, où des leçons pourraient être tirées. Alors, on ne peut pas forcément accéder aux leaders de ces groupes. Par exemple, il y a un Yaragali, Hamadou Koufa,
Madame Jafar Diko, c'est pas évident que ceci soit touché directement par le dialogue. Mais il est possible de contribuer à justement réduire l'intensité de recrutement en touchant aux acteurs qui les ont suivis, soit pour des raisons opportunistes ou des acteurs qui ont été enrôlés au nom du référentiel communautaire, par d'autres canaux aussi. On connaît en partie le foyer de tension. On sait également dans chaque foyer de tension quels sont les acteurs à même de pouvoir faciliter un tel couloir de dialogue, si l'on veut par exemple toucher aux jeunes qui obéiraient à Hamadou Koufa dans les Massina. Il y a des canaux endogènes qui sont connus pour ça. Sans Hamadou Koufa, on peut carrément les détacher d'un certain nombre de jeunes. Je crois qu'il faut travailler à ça. C'est ce que l'Algérie a fait, c'est ce que la Mauritanie a fait, et d'autres pays l'ont fait. Mais là aussi, c'est un travail qui est très méticuleux, qui est très sérieux. Malheureusement, lorsqu'il y a ce genre d'offres de dialogue dans nos États, les différentes commissions de bons offices sont rythmées par toutes ces questions de copinage, de ces questions d'être proche du système. Or, c'est un travail qui est sérieux. Maintenant, pour finir avec cette question, la question doctrinale serait, par endroit, les gens se battraient au nom du référentiel musulman. Quels sont les érudits dans le Sahel que non seulement la légitimité vis-à-vis de ces groupes eux-mêmes, parce qu'il faut être d'une certaine connaissance fine de la théologie musulmane, mais dans le même temps, qui ont aussi cette capacité d'élargir la réflexion à d'autres thématiques comme les questions des indépendances, les questions des conflits locaux, parce que vous rentrez en contact avec ces groupes en parlant de la charia. Ils vont parler de notions comme Azhar pour le cas du Mali, ou ils vont parler de la non-utilité sociale de l'État. Donc je pense que il est de la responsabilité des différents États, aujourd'hui touchés par le terrorisme, de mettre en place ces cohortes, ces différentes cohortes d'experts, de profils aussi variés, variables, mais le choix des experts, malheureusement, ne devait souffrir d'aucune forme de copinage, d'aucune forme de raccourci. À cela, je pense qu'on peut arriver à flécher le réservoir de recrutement. Une fois que cela est fait, les leaders de ce groupe vont être affaiblis et de là, ils peuvent même tenter de se rendre. Et là aussi, il faut quand même pacifier l'environnement sous-régional, on ne l'a pas bien dit. Il est absurde de penser qu'on peut bien négocier avec des gens comme les membres, les leaders d'Al-Qaïda ou même des gens qui obéiraient à Al-Qaïda sans avoir aussi un certain nombre de pays limitrophes avec soi. Du point de vue de la diplomatie. Donc, pour vous dire que les gens parlent du dialogue doctrinaire ou doctrinal, ils n'ont pas forcément toute l'expertise dont nécessiterait une telle offre de dialogue pour qu'ils connaissent un peu les différentes trajectoires de groupes radicaux violents. Donc, le dialogue, il est possible, mais il demande un travail très méticuleux, lequel travail doit être dénudé de toute forme de raccourci, de toute forme, justement, du simplisme. Une fois que cela est fait, naturellement, on peut arriver au bout du tunnel. Et tout cela s'appelle le long temps. Ne nous leurrons pas, le terrorisme n'est pas un phénomène passager. Aucun pays ne peut mettre un terme irrévocable au phénomène du terrorisme dans un laps de temps. Même si l'on change tous les régimes militaires aujourd'hui, d'ici à 20 ans, voire au-delà, on va toujours continuer à parler de terrorisme. Nous allons donc continuer avec le docteur Tunkara du côté du Mali sur les questions toujours de perspective. Parce que nous nous acheminons vers la fin de ce webinaire. Que faire finalement après tout ce qu'on a dit? Est-ce que l'espoir est permis? Est-ce que vous entrevoyez des pistes de solutions à proposer à nos dirigeants actuels afin que nous puissions sortir de ce chaos, même si en vous écoutant, vous avez laissé entendre entre-temps que ces violences-là ne prendront pas fin, évidemment, demain ou après-demain, mais il faut compter sur le long terme. Oui, je pense qu'en termes de perspective, ce qui pourrait être reproché aux différentes initiatives qu'on soit avec les initiatives en lien avec le développement du Sahel au Burkina ou les différentes initiatives de stabilisation des régions du Nord au Mali,
passant par la mise en place de l'autorité de régulation au Niger. Le contexte, on l'a rendu homogène. C'est quand même ça une des limites de différentes réponses publiques apportées jusqu'ici. Il faudra qu'on se donne le temps d'aller au cas par cas. De façon simple, un document d'accord pour la paix pour un pays ne peut aucunement couvrir l'ensemble des foyers de tension, mais plutôt il faut avoir un ensemble de sous-documents. Donc, chaque foyer de tension nécessite des réponses appropriées. Une fois que cela est fait, il est fort probable que dans un avenir relativement long, qu'on puisse arriver au bout du tunnel. L'autre élément important en termes de perspective, l'action militaire, elle est indispensable. Et il est urgent aussi que cette action militaire soit accompagnée par d'autres réponses plurielles, notamment les questions de développement, les questions justement de l'utilité de l'État, comment les communautés elles-mêmes perçoivent-elles l'État en termes de délivrant des services sociaux de base. Mais je voudrais quand même qu'on fasse attention à deux aspects. En fait, ne pensez pas que le phénomène serait lié à un facteur. Un seul facteur ne peut pas expliquer le terrorisme, mais plutôt une connexion entre le facteur. Ça, c'est un premier élément à garder à l'esprit. Il n'y a pas que l'ethnicité, il n'y a pas que le chômage, il n'y a pas que la non-utilité sociale de l'État, il n'y a pas que l'injustice sociale, mais plutôt une connexion entre le facteur. Deuxième précaution dont il faut en tenir compte, ou il faut faire. Voilà, c'est aussi de dire que les facteurs de conflictualité sont non seulement dynamiques, mais lequel aspect dynamique est aussi corollaire au foyer des tensions. De façon simple, si vous prenez un peu ce qui se passe au centre du Mali, n'a rien à voir avec ce qui se passe au sud du Mali. Même si, par endroits, nous avons les mêmes acteurs qui se battraient au nom des Français et des musulmans. Donc ça, si l'on ne garde pas cela à l'esprit, on risquerait de tomber dans des simplismes, parce que oui, il faut juste faire ça, et puis on va arriver au bout du tunnel. Ça va, comme je l'avais dit à l'entame de mon propos, le tourisme s'appelle le longtemps, les réponses doivent être circonstanciées, lesquelles réponses aussi doivent intégrer suffisamment et réellement la dimension dynamique du phénomène. Et enfin, c'est vrai que l'ethnicité avait été mise en évidence par un certain nombre de participants. Faisons attention avec la question. L'estime que j'ai par rapport aux différentes productions de Crisis Group. Il y a beaucoup de collègues qui y travaillent, ils font un travail remarquable. Mais si vous soulevez la question Peul sous le seul prisme de l'ethnicité, je pense qu'on est dans le simplisme. Je le disais tantôt, toute action violente a besoin de référentiels. Le référentiel peut être la religion, le référentiel peut être l'ethnie, le référentiel peut être même des questions de développement. Moi, prenez des Peuls qui vivraient à Ouagadougou avec des Mossi. Est-ce que ces Peuls ont-ils des problèmes avec des Mossi de Ouagadougou? Je ne pense pas. Prenez le Peul de Massina qui vivrait avec des Dogons à Bamako. Je ne suis pas sûr que ces deux communautés aient des problèmes à Bamako. Vous voyez que, n'oubliez pas que l'ethnicité a été étiquetée à partir des activités socio-professionnelles de communauté. C'est extrêmement important. Même si qu'on soit comment dire, intellectuel Dogon, intellectuel Peul, intellectuel Mossi, ou décideur Peul, décideur Mossi, on a tous presque succombé à ce raccourci. En fait, l'ethnicité dans la conflictualité, elle est un référentiel, mais elle n'est pas un facteur factuel. Elle n'est pas un facteur objectif quand vous l'étudiez de façon, si vous voulez, objective. Je reconnais que j'ai un nombre important de Peuls aujourd'hui sont victimes d'amalgames, de clichés, de préjugés. Mais de là, vouloir à tout bout de champ lier l'action violente à une ethnie,
vouloir à tout bout de champ justifier certaines analyses qui ont été faites à des périodes de l'histoire, vouloir leur donner une dimension aussi temporelle, c'est un peu simpliste. En fait, l'ethnicité dans cette conflictualité, elle n'est qu'un référence. C'était exactement le discours qu'on avait vis-à-vis de Tamashek, mais aucune communauté de Tamashek n'a mandaté Yadag Ali pour perpétrer ces actions violentes. Je n'ai pas sens qu'une communauté telle mandaterait Hamadou Koufa ou les hommes de Jafar Malam Diko de commettre ces actions violentes. Donc vous voyez que l'ethnicité, en la détachant des activités socio-économiques de communautés, on ne va rien comprendre. Donc, ce n'est pas l'ethnie en tant que telle. Je ne suis pas sûr qu'un peu le commerçant, qu'est-ce qu'il a à foutre avec ce qui se passe, ou un peu l'ancien chercheur. Ouais, donc, sortons un peu de ce raccourci qui, derrière, serait quand même traversé par des conspirations, par des manipulations de la part des acteurs outre que sahéliens. Donc, je comprends heureusement le numérique, les pièges numériques, mais du point de vue analytique, ces pièges numériques, nous ne devons aucunement y tomber. Et pour finir en termes de perspective, l'important qu'on dise aux Sahéliens, le tourisme s'appelle le longtemps. On a vu au Mali, au Burkina, au Niger, tous les coups d'État se sont justifiés au nom de l'insécurité. Et je suis persuadé que si l'on n'amène pas les communautés à s'inscrire dans la temporalité, d'autres coups d'État pourraient suivre. Et les quelques coups d'État ne pourront aucunement mettre un terme à cette nébuleuse terroriste dans un laps du temps. Le tourisme s'appelle le long temps. Maintenant, comment faire en sorte que toutes ces réflexivités qui sont versées ça et là puissent contribuer en partie à nourrir également l'action de l'élite militaire au pouvoir, que ce soit au Burkina Faso, au Niger et au Burkina. C'est un fait aujourd'hui qui est là, ces régimes de transition. Maintenant, il est de la responsabilité des citoyens de faire en sorte que ces régimes de transition puissent davantage aussi inclure tout pan de réponse en vue de permettre à ces différents États, dans un avenir, je dirais toujours relativement long, d'arriver au bout du tunnel. Voilà, mais merci une fois de plus pour l'exercice. Je pense que nos différentes contributions vont continuer à nourrir le débat au-delà de cette plateforme, au-delà de ces discussions virtuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Tunkara. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir et de bénéficier de tous ces éclairages.